Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur ce deuxième webinaire sur Driverless AI en français, une solution d'automatique machine learning. Un peu, est-ce que tout le monde sur ceux qui m'entendent, sur quelqu'un qui m'entendrait ou pas? Voilà. Sur l'interface de BrightTalk. Et puis ensuite, on va pouvoir commencer. Petite vérification technique. Très bien. Donc, alors, le sujet aujourd'hui, c'est NLP, Natural Language Processing, l'interprétation du langage naturel avec une solution d'automatique machine learning comme Driverless. Je vais vous présenter un peu. J'ai une question. OK pour le son, merci. Le son est confirmé. Je vais vous présenter H2O, la société dans son ensemble, ce qu'on fait, et puis la solution, bien sûr, et le cas d'application du NLP dans notre contexte. Donc H2O.ai, on est une société qui est basée en Californie, qui a été fondée dans la Silicon Valley, avec plusieurs tours d'investissement de fonds, avec des fonds d'investissement classiques, voilà, financiers, et puis deux investissements particuliers qui sont représentatifs. Donc c'est Nvidia, notre partenaire, Nvidia qui est fournisseur de cartes GPU, qui a investi dans la société, et Wells Fargo, la banque américaine, qui est un client aussi et qui a investi dans H2O Open Source, Machine Learning, la plateforme donc open source, distribuée très largement et qui a commencé justement en 2012 avec des milliers d'organisations qui l'utilisent, en France aussi, dans le monde bien sûr, et H2O Driverless AI, donc la solution d'automatique machine learning pour automatiser un certain nombre de choses, on va le voir, et qui, dans la première version, date de 2017. Nous sommes aujourd'hui 140 à peu près, un peu moins de 150 on va dire, avec des experts data scientists, des grand masters, des quelques grand masters, des ingénieurs de haut niveau, et pour construire les meilleurs produits. Donc basé à Mountain View, des bureaux à New York, et en Europe, on a des bureaux à Londres, une équipe AI pour le support client à Prague, des bureaux en Inde, et tout récemment à Paris. Nous avons des dizaines de clients payants, soit sur le support open source, que l'on commercialise, sur la partie plateforme open source, soit sur la solution Driverless AI, qui est une solution commerciale. Le type de secteur est très varié, on est totalement agnostique, bien sûr. Après, la finance, l'assurance sont des domaines particuliers qui sont très consommateurs, mais on intervient aussi dans les telcos, dans la santé et dans l'industrie pour des use cases dont je pourrais parler d'ailleurs après. Voilà, des milliers. Voilà, H2O, c'est une communauté open source très importante. Voilà, des milliers d'utilisations, des milliers de compagnies qui utilisent H2O, des centaines de milliers de data scientists qui utilisent H2O dans le monde, des conférences internationales à New York ou à Londres ou à San Francisco avec des milliers de participants sur place et en ligne. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Voilà, c'était une très très grande rencontre. Et des milliers de meet-up dans le monde, voilà, avec de membres de meet-up dans le monde. Tout récemment, là on a deux études d'analyse, Gartner et Forrester, bien connues. Et celle de droite, c'est la plus récente, où je m'y attardais un peu, et je la trouve particulièrement intéressante. D'une part, parce que Forrester, voilà, sur Q2, il y a quelques jours, nous a placé en tant que leader sur les solutions de machine learning,
Et voilà, une solution en tant que leader, et avec un commentaire qui est pertinent, qu'on trouve très, très intéressant. It's best for companies that want to delight data scientist teams. Donc c'est le mieux pour les sociétés qui veulent régaler leurs équipes de data science, qui veulent fournir un logiciel d'automatic machine learning à leur équipe de data science. Deux gammes de produits, je l'ai dit. À gauche, la partie open source, H2O, Sparkling Water, H2O pour GPU, 100% open source. Là, on a les accès en Python, en R, une petite interface web. Donc là, c'est vraiment pour les data scientists, et c'est très, très technique. Et sur lequel, à droite, le nouveau produit commercial, entreprise, Driverless AI, pour l'automatique machine learning, avec l'automatic feature engineering, machine learning and interpretability, j'y reviendrai bien sûr. Voilà. Utilisable avec une interface web par des utilisateurs métiers, des analystes, et bien sûr par des data scientists, c'est la cible principale, qui vont pouvoir aller plus loin en tout cas avec le produit, avec une interface web, et permettre d'automatiser le machine learning de bout en bout. Driverless AI permet de répondre à des problèmes de régression ou de classification. Un problème de régression, c'est répondre à une question comme combien un client va-t-il dépenser à tel horizon de temps, ou bien d'une manière générale. Classification, c'est plutôt une réponse oui, non, ou bien une multi-classification. Donc, est-ce qu'un client va faire un achat, oui ou non? Voilà. Dans tous les cas, avec Driverless AI, il s'agit d'apprentissage supervisé. C'est-à-dire que les données cibles, la target, celle qu'on veut prédire, est présente dans les données d'entraînement. Alors voici le workflow typique de machine learning en entreprise. Les données sont situées à gauche, de gauche à droite. À gauche, les données sont situées dans différents silos, différents emplacements, sont regroupées en un seul dataset avec un ETL, et ça prend déjà un travail important. Ensuite, il y a encore pas mal de travail à faire sur le data quality transformation, sur la qualité de données, sur le nettoyage des données et la transformation pour faire un dataset utilisable pour du machine learning. Puis les data scientists vont passer beaucoup de temps sur l'étape 3, beaucoup de temps sur la partie feature engineering. Alors feature engineering, rapidement pour l'expliquer, une feature en machine learning, c'est une propriété mesurable, une caractéristique. Et le feature engineering, c'est le processus d'application de techniques statistiques, et d'autres d'ailleurs, pour optimiser les features brutes qui étaient en entrée, et créer de nouvelles features, soit avec des approches statistiques, soit avec des combinaisons de features d'entrée. Pas mal de méthodes pour transformer les données en un nouveau dataset optimisé pour les algorithmes de machine learning. Par exemple, pour bien continuer l'explication, à partir des colonnes de dataset peut être une date, à partir de laquelle il est intéressant de générer une nouvelle feature. Si un problème concerne, voilà, si on est sur une date de naissance, c'est intéressant de calculer l'âge automatiquement à partir de cette date. Ça peut être intéressant dans certains cas. S'il s'agit de données pour des jours de vente, il peut être intéressant d'extraire les jours de la semaine, vu que ça va probablement être un élément important pour savoir si, pour connaître les futures ventes, que ce soit les ventes d'un samedi sont plus importantes que les ventes d'un autre jour de la semaine, ou que les ventes du dimanche sont à zéro, ou pas d'ailleurs. Ce processus de feature engineering peut consommer vraiment beaucoup de temps, avec une démarche laborieuse, voilà, on le sait, et très itérative. C'est aussi une étape qui demande beaucoup d'expertise des data scientists. Après cette étape, les data scientists vont construire les modèles, beaucoup de modèles, pour évaluer la performance et trouver le meilleur modèle, ou une combinaison de modèles. Et quand c'est fait, ils vont travailler avec l'équipe de production pour tester et déployer ces modèles en production. Dernière étape. Sur lequel, bien sûr, après, il faudra encore documenter. Ils devront documenter les transformations, les modèles qu'ils auront créés. AI s'intéresse aux 3 dernières étapes et automatise ces 3 dernières étapes.
Donc, pour être très précis, Driverless AI n'intervient pas sur les étapes amont, vous n'intervient pas sur l'ETL. Vous aurez toujours besoin de votre ETL pour intégrer vos données. Mais à partir du moment où vos données sont réunies dans un seul dataset, un seul fichier unique, Driverless intervient. Différents types de données sont gérés, bien sûr, les numériques, catégoriques, les données temps, texte, voilà, on va y venir. Ça permet de gérer, voilà, Driverless gère les données manquantes, ce qui arrive, voilà, dans la vraie vie, les données ne sont pas parfaites, va permettre de gérer donc les données texte, construire les meilleurs modèles, feature engineering, ça, sur des modèles types de régression, de classification, je l'ai déjà dit. Alors, Driverless peut construire automatiquement des modèles de machine learning. On peut donc se poser la question à quel point Driverless est bon. Alors, sur une compétition Kaggle ici pour la BNP, Driverless est arrivé 10e. Sur une compétition Amazon, dans le Driverless, ça arrivait dans le top 5%. Et puis sur d'autres compétitions où Driverless est proche du meilleur résultat possible, donc en rose, le résultat du meilleur, de celui qui a gagné la compétition, du meilleur Kaggle Grandmaster. En gris, le résultat de Driverless, donc très proche, un peu moins bon, mais très proche. Et puis en jaune, orange, le résultat d'un GBM, d'un gradient boosting, voilà, classique, basique. Je rappelle que les compétitions Kaggle, voilà, les compétiteurs passent énormément de temps, des semaines, des mois, pour obtenir ces résultats qu'on obtient ici. On est un peu moins bon, mais de manière automatique. Voilà. On va passer à une démo, un premier exemple pour comprendre le pipeline complet sur un exemple assez issu de Kaggle encore. C'est un jeu de données sur des défauts de paiement, voilà, avec quelques informations sur les personnes, donc âge, sexe, voilà, des données démographiques, l'historique des paiements. Et puis, voilà, l'objectif, c'est de prédire si l'utilisateur, le client, va faire un défaut de paiement, va être en défaut de paiement sur le prochain mois ou non. Donc, c'est la classification oui-non. Les données, on va aller directement dessus, mais je vais la codification qui a été faite, parce que sexe, éducation, mariage, âge, tout va bien. Paye 1 à Paye 6, voilà, c'est les statuts des 6 derniers paiements. Et les statuts des 6 derniers paiements ont des valeurs ici qui sont codifiées. Moins 2, donc pas eu de demande, pas eu de paiement. Moins 1, payé en entier. 0, le minimum de remboursement a été fait. Voilà, et dès qu'on passe en positif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et en plus, ça doit aller jusqu'à 9. Voilà, c'est X mois de retard, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 mois de retard de paiement. Voilà. Et donc, du coup, là, je passe sur la démo. Okay. Alors, dans mes datasets, donc je suis identifié, j'arrive sur là, je vois mes datasets, tous les jeux de données que j'ai importés. Je peux en importer facilement. Là, je peux aller chercher dans mon système, je peux en uploader à partir de mon disque, je peux aller chercher sur Amazon ou sur Hadoop, et puis il y a d'autres connecteurs qui existent. Requête SQL pour aller chercher directement SQL mes données dans une base de données. Voilà. Donc j'étais sur Credit Card et je vois mon jeu de données ici que j'ai importé, Credit Card Train et Credit Card Test. Alors Train, je vais visualiser rapidement. Voilà mes données que j'ai regardé tout à l'heure. Je vois un peu ici la répartition là, de mes données, la distribution, éducation, valeurs qui sont déjà codifiées aussi, et puis les valeurs que je vois pour Paye 0, Paye 2, Paye 3, donc Paye 0 étant Paye 1, en l'occurrence ici. Voilà. 3, 4, 5, 6. Et puis ma target, c'est la valeur que je veux prédire, défaut de paiement index month, soit 0, soit 1. Je rappelle, voilà, apprentissage supervisé, j'ai déjà ma target qui est déjà renseignée, qui va me permettre de construire un modèle et de prédire le résultat, cette valeur-là, en fournissant les autres colonnes à mon modèle. J'avais un élément très pratique, voilà, j'avais toutes les petites statistiques utilisables, le nombre de valeurs distinctes, le nombre de lignes,
le type de la colonne, la moyenne, le min, le max, voilà, tout ça directement. Ça permet de vérifier mes données, d'en avoir une meilleure compréhension. Je peux aussi les visualiser. Donc là, Driverless va fournir les graphiques les plus pertinents pour selon les données. Donc va mouliner pas mal et puis va, pas très longtemps, mais va mouliner, va apporter de l'intelligence dans la sélection des graphiques qui vont être pertinents pour le jeu de données. Ici, il va me montrer les données corrélées. Donc, quand il y a une corrélation, il va essayer de me montrer les corrélations entre les données. Là, me permettre à moi d'agir, de supprimer ces données si les données sont corrélées entre ma target et une autre colonne. Si j'ai les ventes en nombre et les ventes, en nombre d'unités et les ventes en euros, on va très certainement avoir des données corrélées. Donc là, il faut penser à ne pas utiliser une des deux colonnes pour prédire la suivante, prédire l'autre. J'ai aussi les répartitions des données. Là, j'ai aussi les outliers, donc les données en dehors prétendues aberrantes, peuvent être justes ou pas. Voilà, ça permet d'aller vérifier que ces données sont pertinentes. Et voilà, un certain nombre de graphiques. Une fois que j'ai mes données me semblent bien, je vais aller les construire un modèle. Alors j'ai un assistant partout qui m'explique ce que je peux faire, ce que chaque champ veut dire, etc. Je vais m'en passer ici. Je choisis ma target column qui était default payment next month. Je choisis, est-ce que j'ai d'autres choses à choisir? Oui, je peux choisir mon test dataset, qui permet de scorer mon modèle sur le test dataset, d'obtenir donc ma métrique, mon score sur ces données qui ne sont pas les données d'entraînement, qui ne sont pas utilisées pour l'entraînement. Et j'ai 3 probabilities qui me permettent de définir un peu, d'orienter ce que j'attends de mon modèle. Accuracy, donc précision, c'est ce qui va déterminer le nombre de cross-validation qu'il va faire, et non de split qu'il va faire tout seul sur ce données d'entraînement. Je ne vais pas donner de jeu de validation, donc il va faire de la cross-validation. Ici, donc au niveau le plus bas, il va faire sur une validation 1 tiers, donc 2 tiers, et puis au niveau le plus haut, il va faire une cross-validation sur 5 fold. Time, entre 1 et 10 aussi, qui va déterminer le nombre d'itérations, voilà, et puis le niveau d'early stopping, d'arrêt en français, d'arrêt avancé, d'arrêt de la construction de modèle dès lors que le modèle converge après X itérations. Et interpretability, c'est le niveau qu'on attend d'interprétabilité qu'on attend du modèle, 10 étant le plus interprétable et 1 le moins interprétable, qui va autoriser ou pas la création de certaines features. Certaines features ici qui sont créées. Voilà, au niveau 10, j'ai limité le nombre de features créées. Au niveau 1, je vais en avoir un peu plus. Voilà, Driverless m'a détecté que c'était une classification. Il a vu qu'il n'y avait que des 0 et des 1 dans la target. Il me propose un scorer, donc AUC, ce sera très bien ici. Et je vais laisser, je vais prendre un modèle quand même qui prend un peu moins de... qui va être rapide à exécuter. Voilà, et que je peux lancer. Là, on voit un peu ce qu'il fait. Là, ici, on est tout le temps informé. On a les logs en direct. C'est complètement transparent. On voit ce qu'il fait. Il ne s'est pas masqué. Ce que je peux voir, j'ai des notifications. Ce que je peux voir, c'est qu'en quelques secondes, voilà, j'ai un premier modèle qui est disponible, un premier modèle qui a été construit. Donc, c'est un XGBoost avec un IUC à 0,7767 et avec des approches statistiques. Voilà. Alors là, j'ai variable originale, paye 2, limite balle, d'accord. Et puis là, c'est des clusters, des variables un peu compliquées. Je vais espérer avoir l'aide contextuelle. Donc weight of evidence pour les colonnes paye 0, paye 5, et columns are numeric columns are bugged. Donc on prend les 100 premières ensuite. Voilà. J'ai un suivi, voilà. Donc là, j'ai un modèle qui va être assez rapide à construire en quelques minutes, en quelques itérations. On va voir ici combien de temps il lui reste.
Il reste 3 minutes. Bon, on va le laisser finir. On va aller sur un modèle finalisé. Puis après, passer sur la partie NLP. Quand mon modèle est finalisé, voilà, j'ai mon meilleur modèle. Voilà, avec mes différentes valeurs. Mais, voilà, là, on était sur un... mes matrices de confusion, etc. Toutes les informations disponibles. Je peux interpréter ce modèle, je peux le scorer à un autre dataset, et puis je peux aussi récupérer, ici, downloader le scoring pipeline en Python. C'est-à-dire que Driverless va générer en Python ou en Java tout le programme que je peux exécuter sur n'importe quel serveur en lui donnant des nouvelles données pour scorer des nouvelles données. Voilà. Donc ça va être indépendant de Driverless, je peux avoir un exécutable, et cet exécutable, quand même, il reprend la partie feature engineering et la partie modèle automatisable et exécutable sur un autre serveur. J'ai aussi toute la partie documentation, voilà, une tâche lourde qui est automatisée, que je peux récupérer. Je vais cliquer dessus quand même. Voilà. Et download, ça va très bien. Là. Un petit Word, voilà, qui est là, où j'ai des dizaines de pages avec mes informations. Voilà, mes informations et les features, ici, features qui ont été créées, avec l'explication, le poids de chacune des features, etc. D'ailleurs, le poids m'amène à l'interprétation du modèle, où Driverless va générer voilà, tout ce qui va permettre d'interpréter au mieux le modèle qui a été construit. L'idée, c'est de lutter, c'est de comprendre ce que le modèle fait, pourquoi il le fait, et pourquoi il va donner telle ou telle prédiction pour telle ligne. Déjà, on va comprendre comment il fonctionne en général, et après, comment il fonctionne par ligne. C'est un domaine qui est en évolution constante, hein, c'est un domaine sur lequel voilà, il y a beaucoup de travaux de recherche. Là, aujourd'hui, on obtient déjà un dashboard qui va permettre de comprendre son modèle et comprendre le fonctionnement de son modèle, avec ici un arbre de décision, l'importance de chacune des features. Ici, un PDP, donc l'impact de la variation de +1, -1 d'une de mes entrées, si les autres restent, ne bougent pas. Et puis, bien sûr, je pourrais aller regarder pourquoi il a prédit pour telle ligne, voilà, quel était le résultat et pourquoi il l'a prédit. Voilà, pourquoi la prédiction donne ici, voilà, ici c'est line prédiction 0, voilà, modèle prédiction c'est 0,45, ici donc il y a 0,45% de chance que ce client fasse défaut la prochaine échéance, donc 0,45. C'est peut-être au-dessus du seuil de déclenchement, donc au-dessus du seuil, donc pour le moment 1, qui fait que c'est dû à Pay 0 qui a telle valeur, Pay 2 qui a telle valeur, et la feature la plus importante, c'était Pay 2. Voilà, bon, rapidement, là, je ne vais pas rester, il y a encore d'autres choses à voir ici, mais je vais revenir sur les expérimentes, et puis passer sur la partie NLP. Voilà. Plus précisément, donc l'autodoc, l'export des exécutables complets. Un point important pour les data scientists, c'est que, et puis pour ceux qui préfèrent, c'est que tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait via l'interface web, je l'ai en accessible, je peux y accéder, je peux faire les mêmes opérations avec l'API Python qui est disponible, et tout prochainement avec l'API R, avec la prochaine version qui va sortir dans quelques jours. Alors, NLP. On a posé la question sur Kaggle, à savoir quelles sont les données que vous utilisez. Et donc il y a pas mal de réponses. Et voilà le résultat. Donc les données relationnelles sont utilisées à plus de 65%, suivi des données texte, 53%, et données images à 18%. Driverless AI gère les données relationnelles et les données texte, et peut aussi mixer les techniques entre les deux types de données.
l'une pouvant compléter l'autre. Et les données images ne sont pas encore gérées, mais sont dans la roadmap. Donc Driverless AI utilise les colonnes numériques ou catégorielles pour créer de nouveaux attributs et construire un modèle. Et si on a des informations de type texte, Driverless peut utiliser le texte comme une feature complémentaire pour extraire de l'information et construire encore le meilleur modèle. Driverless peut aussi utiliser les features texte de manière indépendante, autonome, voilà, sans colonne numérique tierce. Un des exemples classiques que l'on peut observer, c'est la classification de texte ou de documents selon des classifications prédéfinies. Il ne s'agit pas de classifier sans connaître les cibles potentielles, les classifications potentielles. On est sur la classification prédéfinie. Je rappelle, on est sur l'entraînement supervisé. La catégorisation de texte est l'une des choses qu'on peut faire avec Driverless. Il y a aussi l'analyse automatique de sentiments, c'est-à-dire la détection automatique du sentiment d'un texte, qui se dégage d'un texte. On peut imaginer plusieurs choses en fonction de cette détection, comme une action spécifique, un suivi spécifique ou des stades de satisfaction. Encore, c'est ce que permet encore Driverless. Donc d'autres cas d'application sur du NLP dans Driverless, la classification d'email, de spam, enfin email ou spam, détection d'émotions, je l'ai dit, classification automatique de produits, si on a un social media, si on est très présent sur les réseaux sociaux, voilà, détecter si un tweet ou un message est une plainte ou pas. Voilà. Donc pas mal de use cases. Alors qu'est-ce qui est intégré à Driverless? Driverless crée les features classiques de NLP, ce que tous les data scientists, voilà, à peu près, qui travaillent sur du NLP connaissent. Il va créer des features basées sur la fréquence des mots, donc les mots les plus fréquents pouvant être les mots les plus importants, mais avec la fréquence des mots, les stop words, les et, les ou, les de, et, etc., vont être parmi les plus fréquents, alors qu'ils n'apportent pas de valeur pertinente. Donc on va compléter avec l'inverse de la fréquence du mot, donc dans TF, IDF, et c'est une des features les plus utiles et importantes. Driverless crée aussi depuis la version, je crois, 1.5, des rapprochements entre les mots, des word embeddings. Ça permet des rapprochements entre les mots, comme man and woman, comme king and queen, qui ont des représentations vectorielles proches. Ça joue aussi sur la fréquence, bien sûr, des mots, parce que si on compte simplement les occurrences d'un mot, on aura deux compteurs pour deux mots qui sont pourtant proches, et on va passer potentiellement à côté de l'importance d'un mot. Avec les word embeddings qui sont intégrés, qui sont générés automatiquement, on améliore cela. En termes de transformers, de recettes, de techniques que Driverless AI applique, voilà ce que l'on a aujourd'hui. Donc un TF-IDF, première ligne, un TF-IDF compte donc fréquence va donner un très grand vecteur sur lequel on va appliquer un truncated SVD, donc une décomposition en valeur singulière, qui va permettre de donner une feature à droite. À droite, la colonne de droite, ce sont les features qui sont extraites des jeux de données et avec leur nom et qu'on va pouvoir retrouver dans Driverless directement dans l'interface. Ligne 2, sur la base d'un TF-IDF, Driverless construit un modèle linéaire ou logistique et utilise les prédictions de ce modèle comme feature. Donc c'est un TXTE, TXT, Target Encoding. Ligne 3, 4, 5, donc celles-ci sont optionnelles, il faut les activer ou pas. Et utilise des réseaux de neurones convolutionnels, CNN ou récurrents. Le dernier type, et se base sur du word embedding comme on vient de le voir. Le dernier, le cinquième, c'est du caractère encoding, première étape, activable ou pas. Donc si des caractères séparément ont de la valeur, par exemple la ponctuation, cette transformation permet de capturer cette valeur, la valeur de cette information, et puis de la rendre utilisable pour construire un modèle.
Voilà, toutes ces transformations vont permettre de capturer de l'information issue du texte et la transformer pour la rendre utilisable par les algos. Alors, des choses qui vont arriver, mais alors tout bientôt, parce que c'est dans la 1.7. Alors, la capacité d'utiliser des pre-trained word embeddings, c'est-à-dire de charger un fichier complément d'embeddings et de le donner à Driverless pour qu'il l'utilise dans ses créations de features. Des contextes métiers, par exemple, ou des langues, ou des informations sur les langues, voilà, complémentaires. Sur des corpus plus importants. Donc métier, pour savoir qu'un mot a telle signification ou tel synonyme ou telle utilisation voilà, dans un contexte métier précis. Voilà, les word embeddings pré-entraînés sur des données, voilà, donc c'est un travail qui est à faire en amont, va permettre de compléter l'information qui est présente dans le texte et de la contextualiser. Inclusion des métafeatures à partir de la colonne texte. Donc là, c'est pas mal de statistiques de métafeatures, donc le nombre de mots, le nombre de stop words, voilà, toutes les statistiques qu'on peut extraire à partir d'une colonne texte, donc les métafeatures, la détection de langue, etc. Voilà. Et un autre type de feature qui va être créé, enfin, qui va exister, c'est la détection de similarité entre deux textes. Si deux textes sont similaires ou pas, on permet de détecter qu'ils le sont et puis d'utiliser cet attribut dans la suite de la construction du modèle. Alors on va voir tout ça sur un exemple. Cet exemple, c'est des avis d'utilisateurs, les avis de clients sur Amazon. Alors, ça contient, ce jeu de données, c'est un jeu Kaggle encore, public, donc que je peux utiliser sans crainte. Et c'est un jeu de données avec, par client, j'ai une note, un commentaire, et puis j'ai des informations aussi complémentaires. Puis l'objectif, c'est de prédire si l'avis client est positif ou non. Donc positive review, c'est le nombre d'étoiles. Mes données, voilà, j'ai un user ID, un product ID, qui peut-être pas très pertinent, un summary qui est du texte, donc première colonne texte, un score qui est ma target, et quelques informations, donc le nom du profil, le temps, timestamp. On pourrait imaginer que les avis utilisateurs suivent une série temporelle. On peut aussi juste déterminer l'avis à partir du texte, voilà, le niveau de l'avis, si c'est positif ou pas, à partir du texte. Voilà. Okay. Donc là, je vais de retour sur ma démo, sur mon driverless. Okay. Donc j'étais sur Amazon Review. Donc je vais voir, je vais te donner. Je vais te donner ici. Donc là, j'ai mes données, ID comme j'ai vu tout à l'heure, profil, file name, score, qui peut être 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce que je vais prédire, parce que dans ce jeu de données, je n'ai pas la transformation de ce score en uniquement positif, négatif, donc à savoir une classification binaire. Donc là, on a la multiclassification. Je peux voir aussi mes jeux de données, mes données telles qu'elles sont. Donc j'ai mon texte, summary, et j'ai mon texte complet ici. Voilà, toutes mes lignes. Ok, ça me va bien. Et une fois que j'ai voilà, que j'ai mes données, alors je peux aussi, je n'ai pas montré tout à l'heure, mais je peux aussi splitter mes données, les séparer pour créer de nouveaux datasets. On n'a pas trop besoin ici. On va le laisser faire sa cross-validation sur son jeu d'entraînement. Donc ma target c'est score. Voilà. Et je vois les premiers transformers qui sont proposés ici. Donc ici j'ai des textes ici et textline que je peux qui vont être appliqués sur ces colonnes texte. Si je lance mon expérimentation, voilà, avec les paramètres que Driverless m'a fournis par défaut, hein,
un point, c'est que Driverless, voilà, en fonction du type de données, en fonction du volume de données, va me proposer les 3 paramètres qui jugent être les meilleurs pour ce type, voilà, avec le meilleur équilibre pour ce type de données. Donc là, il me propose un 755. Voilà. Donc il ne va pas désactiver, par exemple, les transformations texte. Tout ce qui est texte est assez peu interprétable, et donc il faut absolument avoir une interprétabilité à 5. Notamment pour utiliser les modèles réseau de neurones, les transformeurs de réseau de neurones. Donc là, ça prend un peu plus de temps qu'un modèle que le modèle précédent. D'une part parce qu'on est à 568 000 lignes, donc on a plus de lignes et qu'on va faire des transformations texte qui sont plus lourdes. Bien, alors je vais aller sur un résultat directement. Il a mis 1 heure à tourner, celui-ci, 1 heure à fonctionner sur ce serveur qui est un serveur 16 CPU, mais pas de GPU. Alors, il faut savoir que dès qu'on est sur des transformations texte, dès qu'on est sur du NLP, Driverless, c'est vraiment utiliser la puissance des GPU pour construire ces modèles et aller beaucoup plus vite. Et les gains de temps peuvent être impressionnants sur du TensorFlow, bien sûr, qui est utilisé pour la couche CNN, RNN. Les gains peuvent être x10, x30, x50 sur le temps, divisé par 30, divisé par 50 sur le temps d'apprentissage. Donc je vais sur mon résultat que j'ai obtenu ici, voilà, où j'ai voilà, donc mon ROC, donc j'ai un ROC à 0,97,9 qui est plutôt très très bon. Et je vois tous mes transformers qui ont été utilisés. Donc un TXTTE, donc voilà. C'est la deuxième ligne qu'on voyait dans les types de transformers. Là. Il va prédire les probabilités. Hop, je bouge. Predicted probabilities of class 1 based on linear model on TF-IDF features from text column. Voilà, donc, pas le traduire, mais et ici on est plutôt sur les données sur les summary, et encore une fois, voilà, un certain nombre de transformers basés sur du texte et sur les différentes formules qui sont appliquées et qui sont utilisées pour obtenir ce modèle. Ce modèle, voilà, je peux l'exporter encore une fois, donc la toute transformation texte sur le pipeline de scoring vont être réexécutées, voilà, pourront être exécutées, donc toutes ces transformations sont déployables et exécutables. J'ai lancé un deuxième modèle ici avec un activant. Alors, sur le premier modèle, voilà, ici, c'est finir, mais prendre un même modèle avec les mêmes paramètres, recréer un modèle avec les mêmes paramètres, et je vais aller dans les expert settings cette fois-ci. Donc si je veux aller autoriser les 3 derniers types de transformations qu'on a vu tout à l'heure sur les 5, voilà, je peux ici, voilà, donc c'est ces 3, donc enable word-based CNN, donc les CNN sur les word-based et les CNN sur les caractère-based. Donc là, si je mets ces 3, voilà, j'active TensorFlow sur les transformers. Donc sur les transformers sur lesquels après Driverless va chercher le meilleur modèle, que ce soit un XGBoost, un LightGBM ou autre. Voilà. Et en plus, je peux aussi choisir d'avoir, dans les modèles qui sont appliqués, d'avoir aussi un TensorFlow. Alors je peux le laisser en automatique, ou bien je peux le forcer à on. Donc je suis forcé à utiliser TensorFlow pour mettre en place un réseau de neurones dans le modèle directement, et non pas juste dans les transformers préalables au modèle. Alors là, je vais en off ici, je gagne un peu de temps et de consommation CPU, et je peux aussi lancer l'expérience. Donc si je vais sur ici cette partie TF, alors là dans ce que j'ai lancé tout à l'heure, je n'ai pas ce que je voulais obtenir, mais voilà, j'ai pris une copie d'écran. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, voilà, si on met une interprétabilité au-dessus de 5, ça désactivera de force les transformers de TensorFlow.
les trois paramètres qu'on a vus. Hop, et ici, voilà, les transformers ici TensorFlow qu'on peut avoir, que je n'avais pas jusqu'ici dans le résultat que vous avez vu. Là. Un peu, voilà, j'ai cliqué, il fallait pas cliquer. Voilà, texte CNN ici 41, 42, texte BGRU 45, voilà, j'ai un char CNN. Voilà, tout cela interviennent, ont été utilisés, interviennent pour construire ici mon modèle, mes transformers qui me permettent d'être utilisés par mon modèle. Ici, j'ai un scoreur, donc un AIC à 0,9802. Voilà, donc on est sur un modèle qui est déjà qui n'était pas finalisé, mais qui était relativement voilà, précis. Voilà, une précision assez intéressante. Voilà, là c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Driverless, c'est-à-dire voilà, compléter son jeu de données ou ne travailler que sur les données texte, voilà, et pouvoir en extraire de l'information, pouvoir prédire à partir de cette information texte, une classification, compléter une information pour prédire une vente, prédire un niveau de vente bien sûr, et agir donc sur ces informations texte. Un point important, on ne l'a pas remarqué tout à l'heure, mais là les données étant en anglais sur cette expérimentation, ou sur les données Amazon étant en anglais, la question c'est est-ce que ça gère les données en français? Alors la réponse est oui, ça gère les données en français, comme ça gère les données en anglais ou en allemand. En fait, le Driverless ici est agnostique, voilà, en termes de langue. L'entraînement se fait sur les données qu'on lui fournit. Et donc, voilà, on peut lui donner n'importe quel type de données, n'importe quelle langue, hein, selon les jeux de caractères, bien sûr, c'est un point important. Et il va pouvoir entraîner, créer ses propres word embedding, caractère embedding, etc. Et donc, pouvoir traiter cette langue-là. Et donc, dans la version 1.7, je peux en plus ajouter mes pre-train word embeddings, donc ajouter de la valeur, ajouter de l'information contextuelle ou linguistique que je vais pouvoir donner à Driverless pour construire et implémenter son modèle. Voilà. Ça a été testé sur du français, ça a été testé sur des caractères différents aussi, sur de l'arabe, et ça fonctionne. Voilà. C'est un peu tout aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui sur premiers éléments sur la partie NLP. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Mais maintenant, c'est peut-être le moment des questions. Alors, je vous invite à poser vos questions sur l'interface BrightTalk. Voilà, sur l'interface BrightTalk. J'en ai une. Est-ce qu'il existe un connecteur Google Cloud Platform? Il en existe un, c'est un Google BigQuery qui existe, voilà, qui est disponible pour directement récupérer ces données du cloud de Google. Oui. Donc la réponse est oui. Alors, est-ce que d'autres tâches NLP sont prévues dans la roadmap, en particulier NER, tout ce qui est séquence labeling? Alors, il y a pas mal de travaux. Alors, on est startup, alors on sort la version 1.7 qui va reprendre beaucoup d'évolutions, quelques transformers, quand vous avez vu en 1.7, la roadmap sur la partie comportement, donc il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver, notamment donc la partie séquence donc est dans la liste, mais pas dans la version 1.8.9, donc pas sur les 3 mois qui viennent, mais il y a des choses qui vont arriver bien sûr ouais, là-dessus encore. Ouais. Après, la roadmap aujourd'hui est établie jusqu'à 2.0, mais voilà, il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver, c'est extrêmement dynamique. Est-ce que vous envisagez-vous de proposer une fonctionnalité de transfer learning, par exemple du fine-tuning de BERT? Oui, donc effectivement, alors on va dire, je vais répondre ce que je peux répondre, c'est à l'étude. C'est à l'étude, voilà, tout ce qui est être sur BERT est à l'étude et peut être intégré. Encore une fois, pas dans la 1.7 qui est quasi stabilisé, qui va sortir tout prochainement, dans les jours qui viennent. Mais ça va, c'est partie des travaux. On a une équipe qui travaille là-dessus. On a des Kaggle Grandmaster qui sont spécialisés NLP
qui sont des grands experts dans la partie NLP, qui interviennent pour faire évoluer voilà, l'état de l'art de manière générale, et puis pour implémenter aussi cet état de l'art dans Driverless. Alors, un point positif, c'est que la version 1.7 apporte une ouverture. La version 1.7 elle permet d'intégrer tout ce qui va être custom code. Alors là, je vous ai fait une démo sur une version 1.7. La version 1.7 va permettre à un utilisateur avancé, bien sûr, d'intégrer son propre modèle. Donc c'est comme ça que des modèles comme CatBoost, voilà, peuvent être, qui n'existent pas ici, on ne le voit pas dans la liste des modèles, voilà, est disponible par un code spécifique en Python que je vais pouvoir uploader sur la plateforme, selon bien sûr un pattern bien précis. Et ça donne l'ouverture à un utilisateur, voilà, d'intégrer soit des choses qui sont spécifiques à son entreprise, voilà, des choses qui n'existent nulle part ailleurs, un scoreur spécifique, je sais pas, la moyenne entre un AIC et un log-loss, pourquoi d'aller aussi implémenter des choses qui se font par ailleurs, qui existent à l'état de l'art et qui voilà, mériteraient d'être implémentées, ne serait-ce que pour être testées. Donc tout ce qui va être, comme on l'a vu tout à l'heure, un des exemples, voilà, texte de similarité, on va utiliser des méthodes, c'est un custom code pour détecter les similarités entre deux colonnes. Voilà, donc ça va permettre de pouvoir ajouter ces types de modèles BERT. Notamment, ça m'aidera certainement à ce niveau-là. Alors, par rapport à la création classique d'un modèle, Driverless nécessite-t-il des datasets de même taille ou cela doit-il être plus conséquent? Alors, comme toujours, ça dépend. En fait, par rapport à la création classique d'un modèle, non, c'est la même chose. Voilà, Driverless va voilà, faire un meilleur résultat, mais à partir de un meilleur, ou ça dépend de votre niveau de data science, mais un très bon résultat à partir des mêmes données que les données que vous avez actuellement. Après, bien sûr, sur les données texte, voilà, les jeux d'entraînement doivent être voilà, suffisamment importants, et de même que pour des données séries temporelles. Voilà, c'est pas avec un historique d'une semaine que je vais pouvoir prédire la semaine suivante. Mais on est sur des jeux de données, des tailles de données similaires à ce qu'on peut trouver pour d'autres types pour un exercice, pour une construction d'un modèle hors automatic machine learning. Alors, c'est intéressant comme question, c'est intéressé. Quels sont les profils des gens de l'équipe parisienne? Alors, l'équipe parisienne, donc elle a moins de 2 mois, et on est aujourd'hui 3. Donc, partie commerciale, avant-vente, accompagnement de clients, donc un commercial, un pre-sales ou solution engineer, c'est moi. Et puis on a aussi un Kaggle Grandmaster qui fait partie, qui est dans l'équipe parisienne, française plutôt, et qui intervient sur le développement du produit et certains points d'expertise pour nos clients. Voilà, donc sur des nouvelles fonctionnalités qui peuvent apparaître aussi, voilà, qui sont issues de l'équipe parisienne. Nos Kaggle Grandmasters sont répartis dans le monde entier, voilà, là où ils sont, voilà, et interviennent sur le développement du logiciel principalement. On a par contre toute une équipe de Customer Success qui intervient et qui accompagne les clients dans la réussite de la prise en main, dans la réussite de l'implémentation de Driverless. Pas sur l'installation bien sûr, mais sur son utilisation. Et on a une équipe qui intervient et qui accompagne nos clients, qui fait qu'ils apprécient notre solution. Ouais, j'ai encore d'autres questions. Bon. Ah, oui, il y en a encore pas mal. Là. Une question sur le prix, oui, alors là, sur le prix du produit, voilà, c'est pas le lieu du webinaire pour donner les prix de produit, c'est une tarification par utilisateur, voilà, ça qu'il faut noter, par utilisateur nommé, donc par business user ou data scientist qui va accéder à la plateforme. C'est pas une tarification par scoring ou par modèle qui est déployé ou par nombre d'appels du modèle, voilà, c'est vraiment plus à l'utilisateur et bien sûr un tarif annuel, une souscription annuelle. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Non, potentiellement. A priori, non. Voilà, je vous remercie de votre participation. Et puis, prochain webinaire, a priori en
septembre. On va laisser passer l'été sur potentiellement des séries dans les time series. Voilà. Mais ça sera mis en ligne sur notre site web et communiqué. Voilà. Et je vous invite bien sûr à nous suivre. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée à tous sous la canicule. Au revoir.